Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. C'est la nouvelle saison de Projet Libre, c'est le premier enregistrement depuis le mois de septembre. On est vraiment ravis aujourd'hui, parce que d'abord, je suis pas tout seul pour faire cette interview. On va retrouver quelqu'un qui est déjà passé dans le podcast. C'est Raphaël Semété, qui est DevRel chez Worldline, qui est donc un de mes anciens collègues de boulot et avec qui passe beaucoup de temps à parler de modèle économique et de gouvernance de logiciels libres. Et ça tombe bien parce que c'est le thème de ce soir. Et si vous voulez en savoir plus sur lui et aussi si vous voulez avoir une introduction sur ceux dont on va parler aujourd'hui, je vous invite à écouter l'épisode 9 de la saison 2 qui s'appelle Introduction au modèle économique et gouvernance du logiciel libre qu'on avait fait avec Gonéry Lebouter et Raphaël Semété. Donc voilà, et alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce que notre invitée du jour, c'est Émilie Omir. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, je l'ai rencontrée. En fait, c'est elle qui m'avait contacté. Et j'ai commencé à écouter une grosse partie de ses podcasts qui s'appellent The Business of Open Source. Et je dois faire une confession, c'est qu'en général, quand j'écoute des podcasts, eh bien, je ne fais rien, je fais d'autres choses. Mais quand j'écoute les podcasts d'Émilie, je m'arrête et je prends des notes. Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Projet Libre. Merci à toi aussi. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, je vais te demander, pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et ton parcours, s'il te plaît? J'ai un parcours peu classique et assez compliqué. Donc, je ne sais jamais exactement où commencer. D'abord, je vais dire, je suis américaine, donc je suis désolée pour l'accent, les fautes de français que vous allez entendre. Donc, moi, à la base, j'étais journaliste. J'ai fait des études de journalisme. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à faire un peu de journalisme dans le domaine de technologie. Et au bout d'un moment, je ne sais pas si tous les auditeurs le sachent, mais en fait, c'est assez dur de gagner sa vie en tant que journaliste. Donc, au bout d'un moment, il est arrivé un moment où je me disais, ça ne marche plus, il faut changer un peu la stratégie, ma stratégie de gagner ma vie, de payer des factures. Donc, j'ai commencé à faire de la communication pour les boîtes de technologie. Comme j'avais déjà eu des expériences en tant que journaliste, donc je connaissais déjà le domaine. Je travaillais plutôt pour les boîtes dans le domaine du Kubernetes. Donc, ça, c'est super tech, en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des compétences en communication et qui arrivent à comprendre ce qu'ils font ce genre de boîte-là. Donc, pour moi, c'était juste question de m'intéresser un peu de ce qu'ils font et voilà, je faisais la com pour eux. C'est aussi comme ça que je suis entrée dans le domaine de logiciels libres parce que il y a plein de boîtes dans le domaine du cloud native qui sont aussi des boîtes open source. Et au début, je faisais que de la communication et c'était pas super important pour moi si une boîte était open source ou non, parce que moi, je faisais que de la com. Mais j'ai commencé à faire des choses plutôt stratégiques pour les boîtes au fur et à mesure, aborder des questions un peu plus importantes. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des questions stratégiques pour les boîtes open source qui n'existaient pas pour les boîtes qui n'avaient pas un projet open source sur lequel la boîte a été basée. En fait, j'avais réfléchi pendant un bon moment, peut-être pendant 1 an, pour me dire est-ce qu'il faut plutôt me concentrer sur les boîtes open source que sur les boîtes Kubernetes. Parce que, en fait, si on est dans le bout du monde Kubernetes, en fait, on pense que c'est que là-bas qu'il se trouve des boîtes open source, qui n'est pas du tout le cas. Mais par contre, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu dans les événements tels comme KubeCon, par exemple, qui parlent des boîtes open source, de la stratégie open source, comme s'il n'y avait pas de boîte open source dans les autres domaines. Donc voilà, je me disais, non, je pense que c'est plutôt les questions stratégiques pour les boîtes open source que je trouve intéressant. Et c'est aussi là où je pense que je peux apporter plus de valeur pour les clients. Justement parce qu'il n'y a personne
qui se concentre que sur les boîtes open source. Et donc, ça, c'était, je sais pas, il y a 4 ans à peu près. Maintenant, je travaille avec des boîtes dans le domaine du Kubernetes, mais qui font un peu de tout. Je travaille avec tout type de boîtes open source. C'est ça que je trouve super intéressant, en fait. C'est le fait qu'on peut avoir une entreprise qui est basée sur un projet open source, qui est dans un domaine, je sais pas, qui fait une plateforme pour gérer les événements, et un autre qui fait de l'infrastructure, comme dans mes anciens clients dans le domaine de Kubernetes. Et il y a quand même des similarités si on part des questions stratégiques, des questions de positionnement, des questions de gestion de produits qui sont uniques aux boîtes open source. Et donc, pour moi, en fait, c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans le domaine d'open source, juste parce que, en fait, je voyais un trou dans l'écosystème, et donc je suis rentrée dans le trou. Ouais, c'est hyper intéressant parce que d'ailleurs, justement, tes podcasts parlent beaucoup de ça et j'avais pas forcément entendu ailleurs beaucoup de discussions autour de ces sujets-là et on va y revenir après. C'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Ouais, j'ai une question parce que du coup, tu es américaine, tu es basée à Paris. Tes clients, ils sont partout dans le monde. Pourquoi Paris ou comment? Je sais pas. Ah, Bon, c'est peut-être une question longue, mais j'ai pas, bah oui, on peut me demander, c'est juste que j'ai pas exactement des raisons professionnelles. bah, alors ça va. J'ai fait des études à Paris et il y a maintenant 12 ans, j'ai fait un master à Sciences Po et j'avais toujours eu l'intention de rentrer dans le futur à Paris. Je suis retournée aux États-Unis après avoir terminé mes études. J'avais toujours pensé, dans le futur, peut-être que je vais pouvoir rentrer à Paris. Du coup, il y a 1 an et demi, j'ai décidé que le moment était arrivé et bah, voilà. D'accord. Il y a aussi des autres éléments, mais bon, bref, je pense que c'est pas exactement super professionnel. D'accord. Mais tes clients, ils sont bien partout, Oui, worldwide. j'ai Ouais, des ok, clients ok. en Europe et j'ai des clients aux États-Unis. Là, je vais dire que je trouve, par contre, parfois des clients européens plus intéressants parce qu'ils ont l'inconvénience de ne pas être aux États-Unis et surtout de ne pas être à San Francisco. Donc, si vous avez une boîte qui a fait un levée de fonds qui est à San Francisco, vous avez un avantage énorme. Par contre, si vous avez une boîte qui fait une technologie qui est extraordinaire et vous êtes basé en Espagne, dans une petite ville, même pas à Barcelone, vous pouvez quand même créer une entreprise super intéressante. Par contre, vous n'avez pas les mêmes avantages. Et donc, tous les sujets que j'aborde avec mes clients sont encore plus importants pour ce genre de boîte-là, parce qu'ils ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus fin et parce que c'est avoir un positionnement et une stratégie de gestion de produits qui est vraiment excellent, ça change tout si tu n'as pas d'autres avantages. Et donc, moi, je trouve vraiment que l'écosystème européen est très, très intéressant à cause de ça. Il y a une question que je me posais, c'est, tu travailles plutôt avec des sociétés qui sont jeunes ou tu travailles avec des sociétés qui ont déjà un produit et qui ont besoin d'y voir, plus clair sur leur, stratégie? Avec les deux. Mais souvent, c'est avec des sociétés qui ont déjà un produit et un projet aussi. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la relation entre les deux. Donc, soit tu as un projet et tu es en train de développer le produit qui va avec, soit, et ça arrive aussi, tu as un produit déjà et tu veux créer un projet open source, mais tu sais pas exactement comment le faire, tu sais pas qu'est-ce que tu vas mettre dans le projet d'open source. Donc ça peut arriver aussi. Par contre, il y a des sociétés, surtout les sociétés qui ont fait des levées de fonds, qui n'ont qu'un projet, ils ont juste le projet et rien d'autre.
Ils disent, bah, maintenant, on est complètement concentré sur le projet. On va aborder le sujet des produits dans 2 ans. Donc, dans ce cas-là, c'est pas le moment pour travailler avec moi. Parce que pour moi, c'est vraiment la tension entre les deux qui m'intéresse. En gros, c'est des fondateurs de sociétés qui te contactent, quoi. Très souvent, c'est pas que des fondateurs. Ça m'arrive aussi d'être contactée pour des enchargés de produits, parfois l'enchargé de vente. Ça m'arrive aussi, c'est les 2 postes, à part les fondateurs qui, sont plus susceptibles à me contacter. Les clients, ils font appel à toi quand ils ont fait une levée de fonds? Ou est-ce que tu travailles avec des entreprises qui font plutôt du bootstrap, qui commencent et qui ont pas fait de levée de fonds? Tous les 2 me contactent. Si c'est le début de la société, ils vont faire du bootstrap, ils ont, 2 personnes qui travaillent pour la société, en fait, ils ont peut-être pas les moyens de m'embaucher. Par contre, si c'est une société qui, est un peu moins jeune, mais qui a fait du bootstrap, donc là, on peut déjà avoir les moyens pour me payer. Donc, c'est juste question de moyens. Parce que c'est vrai que créer une société open source n'est pas facile. Et au début, si vous faites pas de levée de fonds, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qui fait la grosse différence entre une société qui fait de l'open source et une société qui fait du closed source, du propriétaire? Qu'est-ce que tu vois comme grosse différence? Si tu fais du closed source, c'est beaucoup moins compliqué. C'est clair, quoi. Tu fais ton produit, c'est beaucoup moins compliqué. Il faut avouer que c'est pas simple de créer une entreprise, même si on fait que du closed source. Donc c'est quand même comme ça, c'est pas super simple. Mais il y a moins de décisions de faire. Il y a pas de tension entre projet et produit. Tu as moins du stakeholders. Donc ça, c'est un des spécificités des projets d'open source ou des boîtes open source, c'est que vous avez une communauté qui est quand même importante. Vous avez des utilisateurs. D'abord, communauté. Vous avez aussi des utilisateurs parce que c'est pas tous les utilisateurs qui font partie de la communauté. Ouais, il y a des personnes qui vont télécharger un logiciel, ils vont utiliser, mais ils n'ont pas d'intérêt à faire partie d'une communauté. Après, vous avez des contributeurs. En gros, il y a plein d'autres personnes, plein de catégories du stakeholder en plus que si tu fais du closed source, ça n'existe pas. En fait, il y a cette tension à gérer entre produit et projet. Tu fais quelque chose qui est gratuit. Il faut quand même investir dans la création du projet. Ça, c'est pas gratuit. En fait, l'utiliser est gratuite, mais le créer, c'est pas gratuit. Soit c'est du temps, mais soit tu payes quelqu'un, tu payes un développeur pour le faire. Et donc, il faut avoir aussi des résultats du business pour cet investissement dans l'open source. Et ça, je pense que c'est un des défis les plus grands pour des boîtes basées sur l'open source, c'est de connaître c'est quoi exactement l'attente qu'on a du projet. Qu'est-ce qu'on va avoir en tant que résultat pour le business du projet. C'est pas un point de vue super cynique, c'est pas dire on va monétiser chaque membre de la communauté. C'est pas comme ça. Mais est-ce qu'on veut plus de transparence? Et donc, est-ce que à cause d'avoir le projet, on va avoir plus de transparence pour les clients? Et donc, on va avoir moins de mal à faire signer les contrats parce que les clients peuvent regarder ce qui est dans le code. Ça peut être un résultat quand même pour le business. Est-ce qu'on va avoir des leads qui vont venir directement du projet? Si c'est ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour les avoir? Et si on n'en a pas assez, pour en avoir plus. Donc, il faut quand même définir les résultats qu'on veut du projet et les avoir en tête. Donc, ça, c'est une question super, super difficile.
Après, il faut aussi décider c'est quoi la fonctionnalité qu'on met dans le projet, c'est quoi la fonctionnalité qu'on met dans le produit. Ça, c'est un des autres points que je trouve assez intéressant, c'est la diversité de tous les modèles, qu'il y Mhm. a. Et je suppose qu'en fait, la discussion, elle est très intéressante avec les projets, de savoir est-ce que les projets vont plutôt vouloir faire un modèle open core? Est-ce qu'ils voulont plutôt faire, enfin un modèle plutôt qu'un autre? Quel type de licence ils vont mettre et cetera. Donc ça, c'est des discussions au cas par cas en fonction de ce que les projets, les projets veulent, je suppose? Bah oui, justement, en fait, j'avais même pas abordé la question de licence. Mais si tu fais du closed source, tu t'en fiches de licence. En fait, c'est même pas une question que tu vas te poser. Mais si tu fais de open source, ça peut être une question super importante. Même si tu restes, moi, je suppose qu'on reste dans les licences open source. Mais si on prend une licence qui est super permissive ou une licence qui est plutôt copyleft, ça peut jouer un rôle énorme dans le développement de la société. Donc, ça crée des difficultés, soit des difficultés, soit des opportunités qui sont différentes, qui n'existent pas dans la closed source. Bah oui, la diversité des modèles, c'est un point. La diversité, les domaines dans lesquels il existe des boîtes basées sur les logiciels open source. Moi, je suis toujours surprise de cette diversité. Par exemple, on a utilisé, j'ai organisé un événement, une conférence pour les fondateurs des boîtes Open Source Founders Summit s'appelle. Et du coup, on a utilisé une plateforme pour gérer la vente des billets qui est open source. C'est une société qui est basée en Allemagne et le fondateur, du coup, il a su, grâce au fait qu'on a utilisé le plateforme, il a su que cette conférence existe. Il est venu à la conférence. Et après, j'ai parlé avec lui aussi sur le podcast. Mais si on pense à une plateforme pour vendre des billets, ça n'a rien à voir avec un outil pour gérer des containers avec Kubernetes, quoi. En fait, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est juste ce genre de société qui est complètement ignoré pour la discussion sur les boîtes d'open source qui existent dans le domaine d'infrastructure. Également, c'est super intéressant parce que ils ont un modèle qui est plutôt SaaS. Même nous, on a utilisé le truc SaaS, quoi. On n'a pas voulu le héberger. Et pour la plupart des clients, ils s'en fichent du fait que c'est open source. J'avais demandé au fondateur, il disait 80% des personnes, des clients, ils s'en fichent. Soit ils s'en fichent, soit ils ne savent pas. C'est même pas question. Par contre, il y a 20% des personnes qui le savent et pour qui c'est super important que c'est open source. Est-ce que ça veut dire que du coup, quand tu accompagnes tes clients dans la stratégie, il y a plein d'axes ou plein d'aspects différents à regarder ou des questions à se poser? Tu as parlé de positionnement, de business plan, de licence. Il y a aussi donc cet aspect communication, en fait. Comment on communique cette stratégie et auprès de qui? Est-ce que les messages, c'est les mêmes, justement? Parce que tu dis qu'il y a beaucoup de stakeholders différents. Est-ce que voilà, il faut adapter sa communication ou est-ce qu'il y a des spécificités? Oui, et là, il faut dire que j'ai changé un petit peu l'accompagnement que je fais récemment pour souligner, moi, le positionnement et plus la gestion de produits. Parce qu'à mon avis, le positionnement, ça fait partie du gestion de produits. Et il y a d'autres questions qui font aussi partie des gestions de produits qui sont super importantes, justement pour les boîtes open source. Et donc, c'est plutôt ça que je fais maintenant. Niveau communication, est-ce qu'il faut avoir des messages qui sont différents? Oui et non. Il faut quand même avoir un message qui représente toute la société, qui est cohérente. En fait, c'est le plus important. Après, oui, si on va créer une campagne de marketing qui vise des éventuels clients, ça va être différent qu'une campagne qu'on fait qui vise plutôt la communauté. Ça aussi, c'est une des spécificités des boîtes d'open source parce que
les attentes et les besoins des utilisateurs open source sont pas les mêmes que les clients. Le marché n'est pas le même. Donc, ça, c'est aussi une des spécificités. En fait, vous avez forcément deux marchés qui sont peut-être chevauchés, mais peut-être pas. Et savoir jusqu'à quel point les deux marchés se chevauchent, ça, c'est super important. Et où se chevauchent et où se chevauchent pas. Donc, oui, il faut changer un petit peu le message dépendant de ce qu'on vise. Le but commercial. La notion de communauté et le rapport entre la communauté et l'entreprise qui porte, c'est un sujet qui est récurrent sur ton podcast. Tu en parles régulièrement de ça. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper important. Surtout dans un monde comme maintenant où tu as des entreprises qui commencent avec un modèle et avec des licences libres et qui bénéficient des contributions des gens, et à la fin, après, ils changent de modèle et disent « Ah bah c'est super, mais en fait, maintenant, on va prendre une licence qui répond plus à la open source definition. » Et tous les problèmes que ça pose. Une autre chose, je sais plus avec qui t'en parlais, qui était hyper intéressante, c'est le rôle de la communauté quand, par exemple, tu revends la société. Comment tu expliques ça. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est des sujets qui sont assez peu abordés en fait. Le rôle de la communauté pour faire grandir ton produit, quoi, ton projet. Et puis à la fin, il faut aussi un produit, il faut que les gens y payent, mais il faut quand même que ça cohabite, quoi. Oui, exactement. Je vais pas dire qu'un fondateur qui change de licence est mal, quoi, que c'est un méchant. Parce que je crois pas, je pense que dans la plupart des cas, c'est parce que c'est une boîte qui n'a pas réussi à trouver la durabilité financière avec un modèle open source. Et à mon avis, en fait, c'est mieux si on n'arrive pas à trouver du succès, de la durabilité, donc c'est mieux de changer la licence que de faire faillite. Et assez souvent, je vais pas dire dans absolument tous les cas, mais assez souvent, en fait, c'est ça les deux options. Soit on ferme la boîte parce que ça fonctionne plus, soit on change de licence. Et donc, pour moi, c'est à chaque fois que je vois un changement de licence, pour moi, c'est déception. Pas parce que je pense que les dirigeants ont fait quelque chose de mauvais, mais plutôt parce que c'est un échec. Et je pense que dans la plupart des cas aussi, pour eux, c'est aussi un échec. On le vit comme un échec de modèle. Tout à l'heure, tu as parlé dans tes différents cas au départ, là, tu disais qu'il y avait une notion de transparence. Ouais. Et en fait, la question que je me posais là-dessus, c'est tu as des fondateurs qui montent des sociétés qui veulent que ça soit du logiciel libre parce que pour eux, c'est important. Et tu as des gens qui vont monter une boîte et qui vont faire du logiciel libre pour une question d'opportunité. Ah oui, tous les deux existent. Et c'est pas forcément la même chose pour toi quand tu travailles avec ce type de personnes. Est-ce que ça c'est forcément la même pour moi quand je travaille avec une société? Oui, un petit peu. Juste parce que si c'est vraiment philosophique du point de vue des fondateurs, que ça soit open source, on le met dans la stratégie. Mais c'est aussi parce que je trouve que c'est super important de savoir et assumer le point de vue de la boîte, ça veut dire des fondateurs. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette boîte? Et de communiquer. Parce que assez souvent, ça peut être un point de différenciation entre les différentes boîtes. Mais ça change en fait pas grand-chose. Dans tous les deux cas, on a des questions de tension entre produit et projet. C'est souvent dans le cas où les fondateurs veulent que ça soit une boîte open source, c'est souvent le projet qui vient d'abord et après on construit le produit. Dans le cas où les fondateurs s'en fichent, mais ils voient les opportunités dans l'open source, c'est souvent l'inverse. C'est souvent le produit qui est d'abord et après le projet qui vient après. Mais après, les questions stratégiques, en fait, c'est les mêmes. J'aurais dit, à mon avis, les fondateurs qui voient plutôt les opportunités dans l'open source plutôt que ceux qui veulent le faire juste parce que ils veulent forcément faire de l'open source. Je pense que parfois c'est plus facile de travailler avec eux parce que
Pour eux, en fait, c'est exactement ça. En fait, il faut créer le lien entre le projet et le produit, entre le projet et les résultats du business. Et ça, c'est l'essentiel. Ils ont déjà pas pensé à ça. Mais les fondateurs qui se disent non, je veux juste travailler sur l'open source, bah, pour eux, c'est un peu compliqué parce que on fait du open source parce qu'on fait du open source, parce que on est des personnes qui font de l'open source et pas forcément parce qu'on voit des résultats qui vont faire croître la boîte. Mais justement, dans cette stratégie et trouver le bon curseur ou le bon positionnement dans la tension entre projet et produit, parce que des fois, on n'a pas la stratégie d'un premier coup. Est-ce qu'il y a des essais ou toi, comment tu les accompagnes? La stratégie elle est définie d'un coup ou alors il y a des tests, après on change de stratégie, on réajuste le curseur. Comment on décide de faire ça et sur quoi on se base en fait pour dire bah tiens, cette stratégie-là, finalement, faudrait qu'on la modifie? Quels sont les critères? Je sais pas. Bah, si on part positionnement, c'est une stratégie et ben, c'est aussi dans la stratégie gestion de produits. En gros, c'est une stratégie qu'on peut changer, mais on ne doit pas changer tout le temps. Mmh. Donc, on le change, bah, disons, on le révise tous les ans, bah, tous les 6 mois maximum, mais c'est pas quelque chose on va changer tous les mois, par exemple. Parce que là, on parle vraiment de la fondation de la boîte. Bah, c'est quoi qu'on va construire? Pourquoi est-ce qu'on est différent des autres options? C'est quoi le résultat qu'on va apporter aux clients? Et si on change tous les mois, toutes les semaines, ces sujets-là, on va partir dans tous les sens. Bah, en fait, je fais des accompagnements sur la long terme, mais je fais principalement des accompagnements ponctuels. On fait des ateliers ensemble. Je mène des entretiens avec des clients et avec la communauté. Et basé sur ça, et aussi basé sur les expériences des dirigeants, parce que eux aussi, ils ont plein de conversations avec les utilisateurs et les clients, on fait une stratégie ensemble. Et après, si quelque chose change dans l'écosystème, ça, c'est toujours un moment de regarder encore une fois le positionnement. Par exemple, demain, bah, tu avais fait quelque chose, il n'y avait pas grand mot, pas beaucoup de concurrence. Demain, c'est Google qui lance un truc qui est compétitif à ton produit. Bah, là, il faut voir le positionnement, il faut voir la stratégie, même si tu viens de le faire il y a un mois. Mais si rien change, ou si c'est pas grand-chose qui change, tu restes avec une stratégie, tu le révises, mais tu vas pas le changer tout le temps. Et donc, par rapport à ça, ou par rapport au fait que la stratégie soit un succès, bon, alors évidemment, il y a l'aspect financier pour que l'entreprise, elle fonctionne. On a vu, il y a un peu la concurrence, où elle croise, elles sont en croissance. Il y a la concurrence, il y a peut-être des choses qui sont spécifiques aussi à mesurer, à monitorer en point de vigilance du fait que ce soit open source. Donc, bah, tout d'abord, il y a question de communication externe-interne. Par exemple, si vous avez une fonctionnalité, vous savez que vous voulez faire cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité que vous n'avez pas encore ajoutée au produit, bah, est-ce que toutes les personnes dans la boîte peuvent dire où ça doit aller? Est-ce que ça, c'est dans le projet ou dans le produit? Parce que, idéalement, bah, tout le monde, même le stagiaire du marketing qui vient d'arriver, peut facilement dire, bah, ça, c'est une fonctionnalité communauté et ça, c'est une fonctionnalité payante. Donc, tout le monde, les clientes, le stagiaire qui vient d'arriver hier, sache exactement la différence entre ce qui fait ta boîte et ce qui font les concurrents. Ça veut dire, bah, c'est où la différence exactement. Et donc, si quelqu'un te demande pourquoi est-ce que moi, je dois choisir votre produit par rapport aux autres, bah, vous pouvez expliquer exactement. Si quelqu'un te demande qui doit choisir le produit et qui doit choisir le projet, vous pouvez également donner une réponse. Et ça, c'est dur parce il y a quand même beaucoup de fondateurs qui ne peuvent pas donner une réponse à cette question. Qui est plus adapté à être client
et qui est plus adapté à être utilisateur du projet. Donc, si vous pouvez faire tout ça, vous allez avoir de la croissance. Mais c'est question d'avoir alignement interne, mais aussi alignement, disons, externe avec tous ces stakeholders que vous avez de la communauté. Est-ce que les personnes dans la communauté comprennent que cette fonctionnalité, ça va dans la partie communauté et cette autre fonctionnalité doit être dans la partie payante. Ça me semble être un point vraiment important parce que si tu utilises un produit open core, moi j'en utilise tous les jours, le fait que la société, elle communique très clairement là-dessus, ça fait que j'ai pas à me poser de question de pourquoi cette fonctionnalité, elle est dans la version, dans le plan payant. Je le sais. Et donc, il y a des produits dans lesquels je suis plutôt content de les utiliser parce que d'une version sur l'autre, ils améliorent le cœur du projet et je peux l'utiliser, j'ai de nouvelles fonctionnalités. Et tout ce qui est entreprise ou enfin, il y a une liste qui est définie de tout ce qui va dedans, quoi. Oui. Et j'avais trouvé un exemple hyper intéressant. Malheureusement, j'ai pas gardé le tweet à l'époque. Je sais plus quel projet c'était. Bref, il y avait quelqu'un dans la communauté qui envoie une pull request sur le projet et qui dit voilà, je veux rajouter la fonctionnalité X. Il y a plein de gens qui votent, qui font des commentaires, etc. La personne, elle passe pas mal de temps à faire le truc et tout. La pull request, elle est nickel. Elle est jamais intégrée. Et quelques mois après, il y a quelqu'un de l'entreprise qui dit ton truc, c'est super, mais nous, notre vision, c'est que c'est dans la version entreprise. Et il ferme la pull request. Là, en termes de communication, c'est vraiment pas bon, quoi. Oui. Si ça avait été expliqué dès le départ, la personne, elle aurait su que dans tous les cas, son truc n'aurait jamais été intégré. Oui, c'est pas le seul cas. Ça arrive tout le temps. En fait, c'est un des craintes, j'aurais dit, des fondateurs des sociétés de open source. C'est que la communauté va créer la fonctionnalité qu'ils veulent avoir plutôt dans la version payante. Et qu'est-ce qu'on va faire le jour que ça arrive? Parce que ça arrivera, dans tous les cas. Si vous avez une communauté, ça arrivera. Mais justement, si on communique bien, et si on dit, après, on a quand même une équipe, il faut payer les salaires. Si on n'arrive pas à avoir des clients, on ne peut pas payer les salaires. Et donc, il faut avoir de la fonctionnalité qui reste quand même payante. Après, je trouve aussi que c'est rassurant pour la communauté. Parce que si c'est bien communiqué, on va mettre, on vise pour la version cliente, ce marché-là, ce genre de client. On vise un autre marché pour la version communauté. C'est rassurant justement parce que comme ça, la communauté comprend, sait et comprend. Elle ne va pas être abandonnée parce que la boîte a une stratégie, que c'est moins probable que l'open source va être abandonné, justement parce que ça existe, il y a une stratégie cohérente. Et aussi que si jamais quelqu'un passe d'être adapté au open source à, je sais pas, changer de poste, la boîte va avoir des besoins qui sont différents, donc qui passe à être plutôt dans le marché payante, cette personne va savoir ce qu'il faut faire. Il y a une question que je voudrais te poser. Pour toi, est-ce qu'il y a des exemples de sociétés ou de projets open source qui, de ton point de vue, sont des succès? Ça, c'est super intéressant parce que est-ce que ta question, c'est des projets ou des sociétés? On va dire les sociétés. OK. Justement, en fait, c'est une des questions qui est super intéressante dans le domaine de open source parce que si on parle des sociétés tout simples, c'est facile, tu vois. Ça, c'est une société énorme avec des bénéfices énormes, donc c'est succès. Pour les projets open source, décider c'est quoi le succès, c'est une question stratégique parce que ça existe aussi des boîtes qui sont des boîtes open source, en fait, qui ont un projet qui n'est pas nul, en fait, qui est un projet normal. Et ces sociétés s'en fichent complètement de la communauté parce que c'est pour la transparence, peut-être. Et donc, dans ce cas, la société peut être complètement un succès. En fait, il y a une société qui s'appelle Artifactual. Ils font des logiciels pour les archivistes, genre les bibliothèques, surtout les bibliothèques nationales, mais aussi des systèmes de santé. Si tu dois avoir des archives des 50 dernières années. En fait, ici, c'est un système de santé national, par exemple, ça fait quand même beaucoup d'archives. Donc, pour eux, l'importance d'être une société open source, c'est plutôt transparence que avoir une communauté d'utilisateurs, d'avoir des personnes qui vont contribuer. Ça, c'est pas super important pour eux. Donc,
Il y a plein d'exemples de succès, mais c'est pas les mêmes modèles. Moi, je considère que Artifactual, par exemple, c'est un exemple d'un succès. C'est pas une grosse boîte. Il y a 40 personnes. C'est complètement bootstrappé. Je pense pas qu'ils ont un super... ils ont pas un super bénéfice, quoi. Ils sont plutôt à plat tous les ans. Par contre, c'est une boîte qui est complètement open source et qui n'est pas jeune, qui a 20 ans, je pense. Donc, qui a réussi quand même à trouver la durabilité financière. Après, on peut parler aussi des plutôt grosses boîtes. Odoo, c'est l'exemple européen. C'est d'une société open source qui fait du open core. C'est d'autant plus intéressant que Odoo, j'ai interviewé les gens qui travaillent sur l'Odoo Community Association, où justement il y a le pendant open source pour les gens qui veulent développer des modules open source et qui finalement est une alternative qui fait que si tu vas utiliser la version d'Odoo Enterprise, tu peux l'utiliser, tu as tous les modules et tout, mais si tu veux utiliser la partie open source, tu peux utiliser cette partie open source. C'est d'autant plus intéressant que les deux existent en fait et cohabitent, quoi. Oui, exactement. Odoo, c'est un super exemple aussi d'une boîte qui n'est pas dans le domaine d'infrastructure, qui est plutôt niveau application. Et qu'est-ce que tu penses par exemple de boîtes comme GitLab? C'est un autre exemple d'un super succès. Je peux pas dire d'autre chose. Ce que je veux dire de GitLab, c'est que le fondateur du GitLab, il parle beaucoup sur les modèles d'open source. Et je trouve que ça, c'est là où moi j'ai un point de vue différent aux fondateurs. Parce que souvent les fondateurs des boîtes open source, ils ont eu une expérience, 2 expériences, et donc ils pensent qu'ils ont trouvé le modèle qui fonctionne. Par contre, moi, je parle et je travaille avec beaucoup de sociétés, je parle avec beaucoup de fondateurs, et je vois que, à mon avis, il y a plusieurs modèles qui peuvent fonctionner. Il faut choisir le modèle qui est plus adapté à la marché, parce qu'il y a des marchés qui sont différents, des écosystèmes qui sont différents. Donc, là, je vais juste dire que je pense que le fondateur de GitLab, lui, il pense vraiment qu'il a trouvé le modèle qui fonctionne pour créer une société d'open source. Et je pense que, à mon avis, il a trouvé un modèle qui fonctionne, pas le seul modèle. Oui, parce que tu as évoqué la notion d'écosystème. Et c'est vrai que quand on définit un positionnement, une stratégie, c'est dans un domaine donné, dans un milieu donné. Comment justement des fondateurs ont un projet, ils peuvent arriver à prendre du recul pour essayer de percevoir cet écosystème et voir le dynamiser ou le créer, quoi, autour de le fédérer, à la fois en termes communautaires et en termes business. En fait, prendre le recul, c'est un des avantages de travailler avec une personne comme moi. Pas forcément moi, mais en fait, avoir une personne qui vient de l'extérieur, même moi, si je vais travailler sur mon business, parfois, moi, j'ai besoin de parler avec d'autres personnes qui peuvent avoir un point de vue qui est différent. Donc, c'est souvent le cas, surtout si on parle de positionnement, mais aussi, positionnement, à mon avis, comme je disais, ça fait une grosse partie de stratégie gestion de produits. Il faut avoir un point de vue qui est un peu reculé. En fait, tu peux pas le faire ou c'est très difficile de le faire si tu es trop dedans. Tu as déjà décidé ce que tu fais, donc tu peux pas voir les autres options qui existent parce que c'est trop près. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Vraiment, le faire tout seul, c'est hyper dur. Si tu as des financements, est-ce que le fait d'avoir eu ces fonds, des VC par exemple, est-ce que eux, ils imposent des conditions sur le modèle que tu vas mettre, sur le type de licence, etc. Est-ce que le fait d'avoir certains financements fait que tu vas pas pouvoir faire certaines choses? Ça dépend, j'aurais dit dans la plupart des cas, pas forcément. Mais par exemple, si tu veux faire que des services, ça va t'empêcher de lever des fonds. Donc, c'est vrai, et si tu veux faire que du support, ça va t'empêcher à lever des fonds. Mais si tu veux créer un produit, non, pas forcément. Il faut toujours choisir des bonnes VC, parce que ça va être quand même des partenaires dans les meilleurs des cas. Et c'est vrai que ça peut être important de travailler avec des partenaires qui ont au moins un petit peu de connaissances dans l'open source. Et pas que dans l'open source, mais dans le business.
dans le côté business d'open source. Mais non, à part du fait que, en fait, si on fait lever des fonds, on a quand même des attentes de faire un produit et pas que du support et pas que du service. T'as encore des questions, Raphaël? Plus une remarque, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs manières de réussir et en fait, le VC et avoir des fonds externes, c'est une manière qui correspond à un modèle. On n'est pas obligé finalement d'avoir un VC pour réussir en tant que... Si vous voulez construire une société open source énorme qui va être le prochain GitLab, le faire sans faire un levée de fonds, ça va être compliqué. Mais encore une fois, c'est la question, c'est quoi le succès? Justement, qu'est-ce que vous voulez? En fait, il y a plein de questions qui sont, c'est des questions du business, des stratégies business, mais ça peut être aussi une question personnelle. Qu'est-ce que tu veux? Parfois, même quand j'accompagne les boîtes des fondateurs, je demande aux fondateurs, toi, tu veux construire quel type de boîte? Ça joue aussi un rôle dans les décisions stratégiques que tu vas prendre. Tu dois faire des décisions stratégiques qui sont bonnes pour la boîte, mais qui sont plutôt alignées avec tes buts aussi, tes objectifs professionnels. Et donc, c'est quoi tes objectifs professionnels? Ça, c'est une question personnelle. Parce que moi, je vais avoir des objectifs professionnels. Peut-être que moi, je veux construire une boîte de tel type. Ça dépend de moi, en fait, de mes buts et mes valeurs. Donc, pour moi, un succès, c'est une boîte qui a réussi à avoir une durabilité financière. Donc, si tu as une personne qui crée son logiciel open source, qui réussit à vivre de ça, peut-être c'est parce qu'il fait du consulting comme moi, mais qui est basé autour du projet, ça c'est déjà une société open source et ça c'est une réussite. C'est une réussite si c'est ce que cette personne veut faire. Il y a une question qu'on se posait avec Raphaël, qu'on trouve assez intéressante, c'est, là tu parlais des fondateurs et tout, on se demandait quelle était la différence que tu voyais, les grosses différences que tu voyais entre les sociétés, on va dire américaines et les sociétés européennes. C'est-à-dire, est-ce que tu travailles de la même manière avec des fondateurs qui sont européens ou des fondateurs qui sont américains? Qu'est-ce qui change en fait, pour toi dans ton travail? Pas grand-chose. Je travaille de la même manière avec les fondateurs européens et les fondateurs américains. Il y a aussi beaucoup de fondateurs qui habitent aux États-Unis qui sont pas américains. Donc, j'aurais même dit plus que la moitié des fondateurs que je connais dans mon réseau professionnel qui habitent aux États-Unis sont pas nés aux États-Unis. Mais nous, la manière dont on travaille, c'est exactement la même. On a les différences, comme je disais, je pense que c'est encore plus important pour les sociétés européennes d'avoir une stratégie de gestion de produits, un positionnement qui est excellente. Je trouve aussi que, là, on va entrer dans le personnel. Je pense que c'est aussi intéressant de travailler avec les entrepreneurs qui sont restés en Europe, justement parce que c'est souvent des personnes un peu plus âgées. Plus âgées, ça veut dire plus âgées de 30, 40 ans. Ça veut dire qu'ils restent souvent parce qu'ils ont une famille, en fait, des autres responsabilités. Ils ne peuvent pas laisser tomber toute la vie juste pour avoir une aventure en San Francisco. Et ça crée des contraintes que, à mon avis, sont super intéressants. Souvent, en fait, ça fait encore plus important de bon positionnement. Donc, je trouve qu'il y a une différence entre le fondateur européen qui va rester en Europe et le fondateur européen qui va déménager aux États-Unis. La différence est souvent l'âge. Et pas que ça, mais c'est souvent ça, en fait. Ouais, je m'attendais pas à cette réponse, c'est super. Alors donc l'autre sujet dont je voulais qu'on parle assez rapidement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est tes podcasts. À partir de quand tu as commencé à faire les podcasts? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à faire des podcasts? C'était une idée pas cuite,
comme on dit en anglais. C'était juste, j'avais parlé avec d'autres personnes qui font du consulting. Il y avait une personne qui disait, c'est une bonne idée de faire un podcast. Et du coup, je connais un mec qui t'aide à commencer des podcasts. Et moi, je me disais, ah, chouette, c'est une bonne idée, je me lance. Donc, vraiment, en fait, c'était pas super pensé. J'avais pas préparé. Moi, je connais des personnes qui ont mis 2 ans à préparer le podcast, à acheter tous les meilleurs trucs. Moi, je faisais pas ça. C'était. À la base aussi, j'avais fait des études de journalisme, donc faire un podcast, ça rentre quand même dans mes expériences de journaliste. Donc, moi, j'avais pas peur. Il y a des personnes qui ont peur de parler avec des gens, de faire des entretiens. Ça me fait pas peur. Et donc, oui, c'est ça. J'ai commencé en février 2020. 2020, en plein Covid. J'avais lancé le processus avant, donc début février. Je pense que j'ai vraiment lancé le podcast. Le premier épisode, je pense que c'était en avril que j'ai lancé, peut-être en mai. Mais donc, j'avais décidé de faire le podcast avant Covid, mais à moi, quoi. Et du coup, une fois que j'ai commencé le processus, je l'ai terminé, faire le podcast. Donc, c'était pas super bien pensé, en fait. Mais maintenant, ça fait plus de 4 ans. Comment est-ce que tu choisis tes invités? C'est-à-dire que est-ce que tes invités, tu les connais déjà? Ou est-ce qu'en fait, c'est des gens dont tu as envie d'en savoir plus et tu les interviews pour en savoir plus? Donc c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'en fait, finalement, le podcast, il soutient ton activité? Parce qu'en fait, finalement, ça te fait connaître et donc après, ça te permet d'avoir du travail, finalement. Ah oui, maintenant, c'est sûr que le podcast, ça soutient mon activité. Ça, c'est complètement sûr. J'ai des clients qui sont venus vers moi juste parce qu'ils ont entendu le podcast. J'ai aussi des invités que j'ai connus grâce au podcast. C'est soit des gens que moi, je cherche, des personnes ou des boîtes que j'avais réparées et que donc moi, je les invite, soit ils viennent vers moi. Il y a souvent même des personnes qui font des relations de presse vont souvent me proposer des invités. Souvent, c'est des propositions assez nulles. Parfois, c'est des propositions super intéressantes. C'est pas la faute des invités, quoi. C'est juste, c'est le travail des relations de presse de faire des propositions pas toujours super. Mais donc, ça veut dire que maintenant, comme le podcast il est assez connu et il n'y en a pas beaucoup de podcasts qui abordent le sujet que moi j'aborde dans mon podcast. Donc, voilà, j'ai souvent des personnes qui viennent vers moi. En plus, je pense que le fait d'avoir un podcast, moi, en fait, j'avais dit que c'était mal pensé au début. Je pense que, en fait, c'est ça. Moi, j'ai un peu l'habitude de penser après avoir commencé quelque chose. Mais du coup, le fait d'avoir le podcast, ça me force à parler avec des gens et ça me donne une vision de l'écosystème encore plus large. Parce que moi, je travaille avec beaucoup de boîtes. Par contre, je pars avec encore plus de fondateurs parce que moi, j'ai un podcast toutes les semaines. Donc, ça veut dire que je passe quand même 52 interviews chaque an sur le domaine des business d'open source. Et donc, ça fait 4 ans maintenant. Donc, ça fait quand même beaucoup d'apprentissage que j'aurais pas eu si j'aurais pas fait le podcast. Est-ce que tu fais beaucoup de préparation? Parce que, alors même si c'est pas toi qui monte et qui t'occupe de tout, préparer un podcast et l'enregistrer et tout, ça prend du temps, quoi. Ouais. Est-ce que par exemple, tu as repéré quelqu'un, tu sais exactement de quel sujet tu veux parler avec lui? Non, ça c'est un point d'amélioration qu'on pourrait faire sur mon podcast. Parce que maintenant, non, je fais pas beaucoup de préparation. Ce que j'aimerais faire en fait avec le podcast, c'est d'avoir 2 conversations avec chaque personne. Parce que souvent, il faut parler avec la personne pour savoir des sujets
où on pourrait creuser encore plus. Parce que souvent, les sujets qui sont les plus intéressants, c'est pas les sujets qu'on va savoir, je sais pas, juste en regardant le LinkedIn de cette personne. Donc, il faut vraiment déjà avoir eu une conversation avec cette personne. Faire passer des invités 2 fois sur le podcast. Donc, voilà. Et souvent, je fais ça. Parfois, il y a des invités qui ont été invités il y a 3 ans et je fais une deuxième interview avec eux. Mais non, je fais pas beaucoup de préparation. J'étais persuadé que tu faisais beaucoup de préparation, vu la qualité des enregistrements, mais Bah, 1 par semaine, J'aurais pas dû dire, hein. Non, 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 mais je fais énormément de préparation. Je passe une semaine. non, mais au contraire, c'est hyper intéressant parce que moi, je fais presque trop de préparation et je le sais aussi et c'est exactement l'effet inverse, tu vois? Et le dernier point avant qu'on se quitte, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le Open Source Founder Summit. Donc c'est un salon qui s'est tenu à Paris cette année et je voulais que tu nous expliques très rapidement ce que c'était et pourquoi tu l'as fait et avec qui. OK, où commencer? Donc, moi, j'avais en tête l'idée de faire une conférence, depuis, 1 an et demi. J'avais même, mis en fait, j'avais fait une demande de visa pour venir en France. J'avais mis, dans la demande de visa que j'allais faire une conférence en France. Du coup, j'avais parlé avec, Rémi Berthaud, que tu connais. Ouais, que j'ai vu sur le podcast aussi, ouais. Et oui, exactement. On avait discuté il y a 1 an. En fait, Passport, c'est un ancien client de moi, donc on s'avait retrouvé à All Things Open. Donc, on avait discuté pendant un moment et moi, je disais, écoute, j'avais une idée de faire une conférence, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, il disait, ah, moi aussi, j'avais envie de faire une conférence. Donc, si on le faisait ensemble. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. C'était la naissance de Open Source Founders Summit. Je pense qu'on avait tous les deux trouvé que ça manquait dans l'écosystème. Moi, je fais beaucoup de conférences. En fait, moi, j'aimerais bien voyager un peu moins. Mais en fait, je fais beaucoup de conférences dans le domaine d'open source et c'est souvent très concentré dans la technologie. C'est assez normal, en fait. C'est des conférences qui sont pour les développeurs open source. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de place ou très peu de place pour les questions de business. Après, il existe aussi des conférences du startup, mais des startups open source c'est une minorité, mais extrême, une minuscule minorité des startups générales. Donc, tu vas pas avoir énormément de talks sur les problématiques qui sont spécifiques aux startups open source. Si tu vas à une conférence, un salon qui est visé juste vers les startups, ça veut dire qui part vraiment business, et tu vas pas l'avoir non plus dans un salon open source. À FOSDEM, par exemple, tu vas pas avoir énormément de conférences sur l'open source business. En plus, que tu vas pas les conférences que tu vas avoir, puis en fait, qui vont aborder les sujets du business, ça va pas être dans la profondeur. C'est toujours les mêmes talks. Voici les 3 modèles pour créer une business sur l'open source. Et en fait, dans chaque conférence, on a un speaker qui est différent, mais le thème, c'est exactement le même. Et donc, ça n'existait pas quelque chose qui était vraiment visé vers des fondateurs qui sont déjà expérimentés. En fait, des personnes qui ont déjà des expériences, qui savent c'est quoi les problématiques, mais qui veulent partager les apprentissages qu'ils ont faits, qui veulent pouvoir demander aux autres fondateurs des conseils pour les problématiques qui sont spécifiques à open source. Parce que c'est pas, ils vont pas forcément avoir un réseau qui est plein de personnes qui sont des spécialistes ou qui ont des expériences dans le open source côté business. Donc voilà, on a créé Open Source Founders Summit. C'était en mai à Paris. Je pense que c'était un succès.
c'était super réussi en fait. C'était plus réussi de ce que je m'avais attendu. Et donc, on avait 75 personnes qui sont venues de partout. C'était que des fondateurs et des dirigeants dans les boîtes d'open source. Et comme ça, on avait des conversations en profondeur sur les problématiques qui sont spécifiques aux boîtes open source. Maintenant, on est en train de préparer la deuxième version qui va être à Paris en mai prochain, le 19 et 20 mai 2025. J'ai une dernière question qui me vient comme ça. Je me demande si toi qui vois des gens de partout, est-ce que effectivement ça a l'air sympa la France pour faire l'open source ou est-ce que y a mieux ailleurs quoi? Ça c'est une bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup de soutien public pour l'open source en France. Est-ce que c'est plus facile en France qu'ailleurs? Je sais pas. De gérer une société, si vous avez une boulangerie, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir en France qu'aux États-Unis. Donc, si on parle gestion, comptabilité, gestion juridique, je pense que c'est plus compliqué en France quand même, mais c'est juste parce que avoir une société en France, je pense que c'est plus compliqué. Là, j'ai pas de réponse. Je sais pas. T'as des pays comme la France, l'Allemagne, etc. où effectivement il y a plein de... T'as l'État qui supporte quand même, qui finance. Moi, le logiciel sur lequel j'étais, il a été subventionné massivement par l'État, par les collectivités, etc. Il serait jamais devenu ce qu'il était s'il n'y avait pas eu ce soutien public, en fait. Oui, ça c'est vrai. Je pense que le soutien public qui existe en France, et comme tu disais tout à l'heure en Allemagne aussi, et aussi en tant que cliente. En fait, ça c'est un avantage d'être pas que en France, mais en Europe plutôt, parce que c'est pas que la France. C'est qu'il y a beaucoup des entités publiques qui achètent que des logiciels libres. Ça veut dire qu'ils achètent des contrats de support ou qui sont deviennent clients des boîtes basées sur l'open source parce que en fait ils ont le besoin juridique, c'est dans la loi d'utiliser que le logiciel libre. Donc ça c'est un avantage, ça existe autant que je sache pas aux États-Unis. Oui, ça peut créer un avantage. Même si on fait énormément de choses par visio, je pense que si vous avez une toute petite société d'open source et vous pouvez vous déplacer, voir un client qui est dans la mairie de votre ville, ça, c'est quand même un avantage énorme. Moi, je trouve effectivement que en fait, le marché public, les entités publiques est souvent un très bon marché pour les boîtes open source parce que c'est souvent des entités qui ont suffisamment de budget pour payer quelque chose, qui ont besoin d'avoir la transparence et qui ont beaucoup de soucis niveau contrôle des données. Et donc ça, c'est les avantages d'open source. Et encore, souvent, ils ne veulent pas se débrouiller tout seuls. Donc, ils vont acheter un contrat de support parce qu'ils ne sont pas des super technos. Ce n'est pas des développeurs de dingue qui veulent travailler chez une start-up basée à San Francisco. Ce n'est pas des personnes avec un super haut niveau de compétences. Donc ça, c'est un marché extrêmement important pour les sociétés open source. On est arrivé à la fin de nos questions. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. C'est des sujets qui effectivement sont pas beaucoup abordés, donc j'en étais vraiment ravi de t'avoir avec nous. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je vous encourage à aller écouter des épisodes pour vous faire une idée si vous êtes intéressé par ce sujet-là. On va reparler de modèles économiques et de gouvernance dans des épisodes à venir. Ça va être complètement différent, mais aussi très intéressant. Donc voilà, restez connectés et
partagez cet épisode si ça vous a plu et laissez des commentaires aussi. S'il y a des choses et d'autres sujets où vous voulez qu'on parle, je serais très intéressé par savoir si vous avez des précisions, des sujets à creuser un peu plus, ça serait vraiment cool. Bah écoutez, merci à tous les deux d'avoir été là ce soir. Et puis à bientôt. Portez-vous bien. Merci. Merci, salut. Salut, au revoir.